Vanakkam, bonjour à tous. Je viens vous faire la lecture d'une nouvelle extraite de mon livre Chantilly de Pondichéry à Sarcelles. Voilà. Alors, où chaque chapitre est un portrait d'une personne de Pondichéry, donc une ville en Inde du Sud, installée en France. La communauté pondichéryenne est donc indienne et française. Et le fil d'Ariane de ce livre, c'est la vie associative à Sarcelles, ville de banlieue en région parisienne, où il y a un réseau associatif très riche, dont j'ai fait partie, dans l'association Union Amicale Franco-Indienne, où on a organisé beaucoup de choses comme des débats sur la femme indienne contemporaine, des concours de kolam, cet art ancestral du sud de l'Inde, des concours de dessin de Ganesh. On a fait beaucoup de fêtes avec des danses, des petites pièces de théâtre. C'était très riche et c'était vraiment l'amitié. Alors, je vais vous lire un chapitre qui s'appelle, c'est le chapitre 10, qui s'appelle « À l'association ». Donc, installez-vous confortablement. Discussion animée entre Camélia et Agnès, tandis qu'elles déambulent dans la galerie marchande des Flânades, en attendant l'heure de la réunion associative. Leur association, l'Union Amicale Franco-Indienne, ne suscite plus autant d'intérêt. La preuve en est que leurs manifestations sont graduellement désertées. Cela les désole, d'autant plus qu'elles y mettent tout leur cœur. Qu'elles trouvent du temps pour se réunir, puis pour préparer ces manifestations malgré leurs emplois du temps chargés. Elles ne comprennent pas la désaffection du public, essayent d'en trouver les raisons. L'assaut, fondé il y a une dizaine d'années par leur père, ne réunissait que les hommes de la première génération arrivés en France. Petit à petit, quelques filles de ces hommes l'ont rejointe, donnant le goût aux femmes de la première génération d'y adhérer aussi. Peu de femmes. Cependant, le cap était franchi. Des traditionnelles compétitions de pétanque et loto, l'association s'est ouverte. Elle a organisé avec les bonnes volontés et compétences de chacun des spectacles, des chorégraphies de danse, des débats sur la femme indienne, la biculture, des expositions, des concours de coiffure, des défilés de mode. Je ne comprends pas. Nous avions entre 150 et 200 personnes pour les débats sur la femme indienne contemporaine en 97. Et aujourd'hui, si nos manifs attirent 50 personnes, c'est le jackpot. Et sur la cinquantaine de personnes, les 3/4 sont de nos proches familles, s'exclame Camélia, irritée. En 1997, c'était l'attrait de la nouveauté. Personne n'avait jamais organisé un débat sur la femme comme nous l'avons fait. On a travaillé dur sur la conférence pour en faire un point sur la femme d'aujourd'hui en France et en Inde, pour monter un questionnaire anonyme, pour l'analyser. On a suscité la curiosité, et puis on a parlé de la vie amoureuse, de la virginité, tout ce dont on ne parle jamais dans les familles. Alors c'était la curiosité, l'étonnement. Aujourd'hui, tout est retombé comme un soufflet refroidi. On a pourtant demandé leurs souhaits aux adhérents lors de l'Assemblée générale en début d'année. C'est bien ce que nous avons fait cette année, non? Ils voulaient un débat sur la biculture. On l'organise au mois de mai. On travaille dur pour se réunir entre nous, en plus des réunions mensuelles, et on a à peine 40 personnes présentes. Ok, la date tombait mal. Entre les ponts du mois de mai et cette association de Paris, je ne me souviens plus du nom, qui faisait une manif le même jour, mais tout de même. Pour la fête annuelle en novembre, il nous faut du monde. Ou alors, on envoie un questionnaire aux adhérents
pour leur demander le pourquoi de leur désaffection. Mais oui, ce serait une bonne idée. On peut le monter tous ensemble à la prochaine réunion. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis partante. Parle-en à la réunion tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais pour les fêtes de fin d'année? Enchaîne Camélia volubile. Noël en famille et pour le jour de l'an, aucune idée. Pour une fois, j'aimerais bien m'éclater, danser, retrouver des amis. Elles s'attardent toutes les deux à une boutique de maroquinerie. Regarde Agnès, ce n'est pas Madame Monet là-bas? Montre du regard Camélia, une dame en sari frileusement mitouflée dans son épais manteau. Ah oui, elle est avec sa belle-fille Mélanie. Ah, et puis Kavida est aussi là. Qu'est-ce qu'elle est belle, Mélanie. Et adorable surtout, et passionnée de cuisine indienne, comme Madame Monet d'ailleurs. Les deux jeunes femmes les rejoignent, aussitôt à l'animalerie, où les trois femmes contemplent un chiot dodu, couleur fauve, que le vendeur tient contre lui. Une bise à tout le monde, et elles fondent également d'attendrissement devant les grands yeux du chiot, sa gueule adorable fauve, blanc au museau noir. « Je vous l'offre, Madame Monet, dit la belle plante de Mélanie. »« Un chien !» Ouvre de grands yeux Madame Monet, mais je ne sais pas si mon mari acceptera. « Ah, pourquoi pas? Et puis c'est mon cadeau de Noël pour vous. Michel et moi, nous sommes en appartement, on ne peut pas, mais vous, avec votre jardin, cet amour sera avec vous toute la journée. Ça ne vous dit pas? Regardez comme il est mignon. S'il vous plaît, acceptez, Madame Monet, supplie Mélanie enjôleuse. Camélia et Agnès chouchoutent déjà le chiot, en espérant que Madame Monet le prendra. D'accord, décide soudain Jayashri Monet pour l'enchantement de tous, à condition que tu ne m'appelles plus Madame Monet. Ah, tante Jaya? Hasard de Mélanie? Oui, affirme avec douceur Madame Monet. Tandis que Mélanie achète également une laisse et un couffin, les deux amies tiennent compagnie à Madame Monet. Elle lui trouve vraiment mauvaise mine, l'air fatigué, grossi aussi. « Vous venez à la fête annuelle, madame ?»« Oui, mon mari nous a déjà inscrits, » répond Madame Monet, l'air de dire, sans lui demander mon avis. « On organise un concours de dessin de Ganesh. Vous participerez ?» demande enthousiaste Camélia. « Moi? Ah non! Mais Kavida le fera. Elle se débrouille bien, ma petite fille, vous savez, » dit fièrement Madame Monet. Elle parle français avec un petit accent qui roule les R et des intonations de phrases chantantes comme en tamoul. « Moi aussi je viendrai avec vous, Michel, » annonce Mélanie en nous rejoignant. « Pourquoi vous n'organisez pas une prochaine fois une démonstration d'une recette de cuisine? J'ai plein d'amis qui adorent la cuisine indienne. Et maintenant que je suis avec un Indien, il me demande sans arrêt des recettes et surtout la façon de les cuisiner. »« Ah, pourquoi pas ?» s'écrie Agnès avec enthousiasme, toutes les idées étant bonnes à prendre. « Madame Monet, vous pourriez venir faire la démonstration de cuisine ?» s'enthousiasme Camélia. « Ah, non, 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 je n'oserais jamais devant un public, » balbutie Madame Monet. « Mais tante Jaya, on pourrait le faire toutes les deux. Vous pourriez exécuter la recette, je vous servirai d'être cuisinière et je donnerai les explications avec vous, » tente de convaincre Mélanie, également enthousiasmée. « Bon, on verra. » Camélia et Agnès poursuivent leur chemin. Quelques 30 000 Pondichériens sont en France, la plupart en région parisienne. Il semblerait qu'ils adorent la vie associative,
puisqu'un nombre foisonnant d'associations coexistent, à plus ou moins grande échelle. Associations de quartier principalement. Pourquoi un si grand nombre d'associations se plaignent Agnès et Camélia? Parce que les uns et les autres ne s'entendent pas, se jalousent, veulent occuper une place d'honneur tout en bénéficiant d'avantages, sans penser au bien du plus grand nombre d'abord. Fédérer les associations pour en faire un porte-parole représentatif des Français d'origine indienne a été un objectif visé par plusieurs d'entre elles. La FAFI, Fédération des associations franco-indiennes, est donc née en 1996 et œuvre à une échelle internationale, principalement pour la création d'un centre culturel indien en Île-de-France, un projet en balbutiement. L'Union amicale franco-indienne est bien modeste, avec sa quarantaine d'adhérents, mais qu'importe. Pour Camélia et Agnès, s'investir avec cœur, enthousiasme et faire participer chacun avec ses modestes talents créatifs est un plaisir galvanisant. Les réunions se tiennent à la Maison des Jeunes et de la Culture, la MJC, en ville. Dans une grosse bâtisse vanille d'aspect quelconque, c'est pourtant un lieu chaleureux, constitué de plusieurs salles de cours, de rencontres, de danse. Là, fourmille une grande partie des associations de la ville. Un lieu privilégié d'échange. La directrice, une grande rousse chaleureuse et pimpante, d'origine irlandaise, leur indique l'une des petites salles. Le président, le trésorier, le secrétaire général, les membres du comité des fêtes sont là. Tous des hommes de la première génération, que les deux amies saluent gaiement. Elles sont accueillies avec beaucoup de joie et de gentillesse. Leurs propres pères sont là, les autres, des amis d'amis. Camélia et Agnès sont de la deuxième génération. Un seul et unique homme de la deuxième génération. Celui-là, tous le bichonnent, d'autant plus qu'il est d'une gentillesse et d'une serviabilité exemplaires. Pourquoi ce désintérêt de la part des hommes de la deuxième génération pour leur culture d'origine, pour le système associatif? Voilà une interrogation à laquelle Camélia et Agnès ne trouvent pas de réponse. Préfèrent-ils les soirées branchées, les boîtes, et alors l'asso n'est pas en concurrence? Elle propose des manifestations dans un cadre amical. Toute chose à sa place. Ou alors, c'est justement le cadre quasi familial qui les excède. Ils sont jeunes, ils sortent, et pas en famille. Tout de même, et l'intérêt pour la culture d'origine? N'y a-t-il que les filles pour répondre présent? L'ordre du jour concerne la fête annuelle de l'association, dans quelques semaines. Elle commencera à 16h, par le discours du président. Mademoiselle T sera l'animatrice de la soirée avec sa verve et sa bonne humeur. 3 jeunes filles alterneront danse classique et folklorique, de Bharatanatyam aussi, puis un concours de dessin du dieu hindou Ganesh à tête d'éléphant, le dieu protecteur et celui qui abat les obstacles, sera lancé par Agnès et Lakshmi. Un repas indien, biryani, aubergines confites, yaourt aux oignons et gâteau à la semoule aux noix de cajou, cardamone et raisins secs, sera servi à l'issue du délibéré du jury. Monsieur D aidera son épouse à préparer ce repas que tous savent d'avance un régal pour le palais. Le trésorier sera à l'entrée pour pointer les inscrits et recevoir le montant des entrées. Agnès téléphonera à Lakshmi, professeur de dessin, dans la semaine afin qu'elle lui indique les fournitures à acheter pour le concours de dessin. Le secrétaire général
se chargera de faire imprimer le journal, qui sort à l'occasion de chaque manifestation organisée. Le Messager. À ce propos, dit-il, peu d'articles ont été envoyés, et il en réclame d'autres. Voilà, les rôles sont distribués à chacun, et comme à chaque réunion, les propos fusent dans tous les sens dans un joyeux désordre. Une nouvelle date de réunion est proposée. Puis, ils prennent le verre de l'amitié. Ce verre alcoolisé est souvent désapprouvé par les épouses qui attendent à la maison. Cependant, c'est le verre de l'amitié, avec un grand A. Et puis, il y a des jus aussi. Alors on trinque à la santé de tous. Ainsi s'achève ce chapitre 10 qui s'appelle « À l'association ». Je vous ferai une autre lecture d'un autre chapitre. Je vous dis à très bientôt.